Merci beaucoup. Comme on vient de le dire, je vais vous parler d'analyse statique pour l'optimisation et la vérification des applications parallèles. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Emmanuelle Saillard, je suis chargée de recherche chez INRIA à Bordeaux. Alors, je suis désolée, je ne vais pas tout de suite parler de LLVM. Pour que vous compreniez ce que j'ai envie de faire, il va falloir que je fasse un mini-cours sur MPI. Alors, MPI, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un modèle de programmation parallèle pour des mémoires distribuées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va avoir un code et qu'on va avoir des travailleurs, des processus, qui vont avoir une vision de ce code. Donc, c'est ce que vous voyez en dessous avec les petits bonhommes. Et donc, chacun va avoir sa mémoire et va pouvoir travailler en gros dans son coin. Pour pouvoir différencier qui fait quoi, on va avoir des identifiants. Donc, le premier qui s'appelle P0, processus 0, ensuite processus 1, processus 2, processus 3. Donc là, c'est un exemple avec 4 processus. Et ces 0, 1, 2, 3 vont définir en fait un ID pour les processus. Et donc, on va savoir, en gros, si on a quelque chose du genre, si je suis le P0, je fais un calcul A, sinon je fais un calcul B. Donc là, chaque processus, c'est ce qu'il doit faire. Et alors, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est comment on va faire des communications. Donc, comme j'ai dit, les processus travaillent chacun dans leur coin, ont leur mémoire. Donc, de temps en temps, il va falloir, pour avancer dans un calcul, qu'il y ait des communications qui se fassent pour que, par exemple, un processus envoie une donnée à un autre. Et donc, on a deux types principaux en fait, de communication en MPI. Et le premier, c'est entre deux processus. C'est ce qu'on appelle des points à points. Et donc là, vous voyez un exemple. Il y a le processus 3 qui envoie un message au processus 1. Et donc concrètement, comment ça se passe? Il y a trois types de communication point à point. Des communications que j'appelle en gros base calls, donc ce sont des communications bloquantes. Ensuite, il y a des communications non bloquantes et des persistantes. Alors, vous voyez un schéma en haut à droite. Donc, en gros, pour les communications bloquantes, c'est un petit peu comme si on avait fusionné en fait l'initiation, le début, la complétion et la libération ensemble en une seule étape. Les non bloquantes, c'est les deux étapes qui sont montrées en fait sur le schéma. Donc, on appelle d'abord une fonction avec un MPI I quelque chose. Donc là, ce sera un I send, par exemple, si on transformait le send, qui est un appel bloquant, en un non bloquant. Et ensuite, il faut en fait faire la complétion avec un MPI wait ou MPI test. À quoi ça sert ça? En fait, c'est fait pour pouvoir faire du recouvrement comme calcul. Donc, les communications, c'est ce qui prend généralement le plus de temps dans un programme MPI. Donc, quand un processus est bloqué dans une communication parce qu'on envoie un message à un processus qui doit ensuite faire le matching pour dire je suis prêt à recevoir le message, si le processus 1 ici a des choses à faire et n'est pas encore arrivé au receive, le processus 3 va attendre dans le send. Et donc, au lieu d'attendre sans rien faire, vaut mieux faire des calculs qui sont après internes au processus 3. Et donc, pourquoi je détaille ça? Parce que c'est ces communications-là qui vont nous intéresser dans ce que je vais vous présenter. Ensuite, donc, je n'ai pas fait de schéma, mais il y a les communications persistantes. Vous redécoupez chaque étape en deux autres. Donc, l'initiation en premier, ensuite le début, ensuite la complétion et en dernier, la libération. Et donc là, on a 4 étapes. On ne va pas s'y intéresser maintenant. Et dernière chose que je n'ai pas dite, c'est que évidemment, pour pouvoir faire le lien entre l'initialisation et la complétion, on a besoin d'un objet. Et en MPI, c'est un MPI request. Alors, il y a plusieurs façons d'écrire les communications en MPI et il y a des règles à respecter pour que tout se passe bien. Je ne vous ai pas mis toutes les règles, mais là, il y en a certaines. Donc, par exemple, liées aux communications point à point non bloquantes, il faut forcément, quand on appelle une initialisation, qu'il y ait une complétion qui suive. Ensuite, on verra des exemples après, mais quand on a une initialisation, on utilise une requête MPI pour pouvoir faire le matching avec le wait. On n'a pas le droit de remodifier ce wait, cette request, avant de faire le wait. Et évidemment, tous les messages qu'on va envoyer, donc si on écrit dans un buffer, il faut faire en sorte que le buffer ne soit pas réécrit avant de terminer la communication. Donc ça, c'est pour les communications point à point.
Et deuxième gros type de communication en MPI, les collectives. Alors, les collectives, c'est entre plusieurs processus dans ce qu'on appelle un communicateur. Donc, en fait, de base, on va avoir un groupe de processus qu'on appelle communicateur, qui ensuite peut se diviser en sous-groupes. Je ne vais pas du tout détailler tout ça ici. Là, vous avez juste besoin de savoir qu'on a des communications qui se font entre plusieurs processus. Et donc là, j'ai donné un exemple qui est une barrière. Donc, tous les processus qui arrivent à la barrière doivent attendre que tout le monde y arrive avant de repartir dans l'exécution de son programme. Alors, pour les collectives, il y a aussi 3 types. Donc, il y a les communications collectives bloquantes, donc des non bloquantes. Comme tout à l'heure, on a une initialisation suivie d'une complétion. Et ensuite, on a différents types de collectives que je vais appeler de type management, en fait, des objets MPI. C'est pas du tout, ça, vous n'avez pas besoin de savoir plus que ça. Il y a aussi des règles pour les collectives et la principale qui va nous intéresser ici, c'est que tous les processus doivent avoir la même séquence d'appels collectifs. Ça veut dire que tout le monde doit appeler les mêmes collectifs dans le même ordre. Et c'est très important, sinon il peut y avoir une erreur qui se produise. Alors, du coup, je vais arriver bientôt à ce dont je veux vraiment parler, qui est lié à LLVM. Mais tout d'abord, c'est quoi notre but? Qu'est-ce qu'on a envie de faire en fait? Donc, je vous ai présenté les communications non bloquantes. Donc, on va se focaliser sur les points à points et les collectives. Donc, notre but, c'est, on a le code qui est juste au-dessus. Donc, on a un MPI opération qui va en fait modifier un buffer. Ensuite, on a une fonction matrix multiply qui va faire une multiplication de matrice entre A1 et B1 qui va mettre le résultat ensuite dans res1. Ensuite, on va avoir une fonction qui va modifier le buffer et on va avoir une fonction matrix multiply. Et donc, notre but, ce serait en fait de transformer l'opération MPI op en une opération MPI IOP plus wait. Donc, on transforme la bloquante en une non bloquante et ensuite, on va essayer de remonter l'initialisation le plus haut possible et la complétion le plus bas possible pour avoir un recouvrement des communications avec les calculs le plus grand possible. Donc, on a le code d'en haut et on a envie d'arriver au code d'en bas. Sauf que ça a l'air simple comme ça, mais trouver où mettre ce MPI IOP et puis où mettre le MPI wait, ce n'est pas si simple. Et donc, c'est là qu'on va utiliser une passe LLVM pour nous aider. Donc, il va y avoir un petit peu de redite avec ce qui a été dit juste avant par Philippe et Béatrice. On a un programme parallèle en entrée. En sortie, on a notre code machine. Et entre, on a la compilation. Donc, en fait, on va essayer de se mettre au milieu de la chaîne de compilation, dans le middle end, là où le programme est représenté sous forme de représentation intermédiaire. Alors, pourquoi on se place ici? C'est super important, en fait, parce qu'on est indépendant du langage d'entrée et on est indépendant aussi du code machine en sortie. Donc, c'est plutôt pas mal. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire, notre passe? Elle va faire 3 choses. La première, on va transformer toutes les communications bloquantes en des non bloquantes. Ensuite, on va essayer de trouver où placer l'initialisation et où placer la complétion. Et enfin, on va vérifier en fait nos transformations. Et donc, ces travaux, c'est une partie d'une thèse qui est en cours, une thèse qui est faite par Vadman Nguyem, qui est en collaboration entre le CEA, l'INRIA et l'Université de Bordeaux. Alors, la première chose, on va faire simple pour commencer. On part du code qui est juste au-dessus. On va juste transformer le MPI op en MPI IOP plus MPI wait. Et donc là, on voit qu'on a ajouté un petit rec qui est un MPI request, donc c'est un objet MPI pour faire le matching avec le wait. Alors, comment on va faire ça? On en a parlé un petit peu avec les présentations juste au-dessus, mais en gros, au milieu de la chaîne de compilation, notre programme il est transformé sous forme d'un graphe. Donc, ce graphe-là, c'est ce qu'on appelle le graphe de flow de contrôle. En fait, c'est pour chaque fonction du programme, chaque fonction va être transformée en un graphe. Donc là, on a un code, une fonction main qui fait, donc j'ai mis 3 petits points, peu importe ce qu'elle fait, à un moment, on récupère la taille du communicateur, c'est ce qu'il y a avec MPI comme size, donc on le met dans size. Ensuite, on a un petit if. Si on a
plus que 256 processus. En gros, on va faire quelque chose et ensuite, on va faire MPI abort. Donc ça veut dire qu'on fait un abort du programme. Et après, eh ben, on a une fonction qui s'appelle MPI bcast. Donc ça, c'est une diffusion. En fait, c'est une collective. Tous les processus vont appeler cette collective pour pouvoir diffuser un message à un processus qu'on va appeler root. Et ensuite, on a en fait, c'est le même code que j'ai montré juste avant, sauf que j'ai transformé MPI op en une vraie opération MPI qui existe, qui est bcast. Ensuite, on a matrix multiply, le touch pour pouvoir modifier le buffer et matrix multiply. Et ensuite, on a MPI finalize. Donc ça, c'est pour dire qu'on arrive à la fin d'une fonction MPI. Alors, on voit en fait des accolades avec des numéros. Donc, on voit pourcentage 2, pourcentage 16, pourcentage 19. En gros, ce bout de code-là, qui est assez simple, il va être transformé en le graphe qui est juste à votre droite. Donc, on a en fait plusieurs instructions qui se suivent. Ensuite, quand on arrive à ce qu'on appelle un flow de contrôle, donc un branchement typiquement, et ben, selon une certaine valeur, on va aller d'un côté ou d'un autre. Donc là, c'est à cause du if size supérieur à 256. Donc le pourcentage 2 va prendre toutes les instructions jusqu'au if. Et selon cette valeur du if, soit on va aller dans le pourcentage 16, donc c'est ce qui est les 3 petits points avec MPI abort, ou alors on va aller directement dans le pourcentage 19 qui fait tout ça, qui est ici. Donc ça, c'est plutôt pas mal comme représentation parce que avant que je vous parle de quoi que ce soit, finalement, c'est quand même quelque chose d'assez visuel. Et s'il devait y avoir une erreur ou quelque chose à faire, eh ben, on a juste à regarder ce petit graphe et puis ça peut déjà nous donner des pistes en fait. Alors, j'ai écrit ce petit code et j'ai utilisé la fonction opt, enfin, la commande opt avec le .cfg mycode.bc, donc ça c'est le bitcode. Donc j'ai fait d'abord l'étape de pré-processing, ensuite j'ai créé mon bitcode et ensuite j'utilise opt pour pouvoir faire une passe qui existe, .cfg, et j'ai obtenu ça. Donc là, je l'ai un petit peu simplifié parce que sinon, ça ne rentrait pas dans mon slide et puis il y avait beaucoup de détails. Mais en gros, on voit là les noms des basic blocks. Donc, je ne l'ai pas dit, mais les basic blocks, donc c'est tous les nœuds. Et puis, les flèches, ça va donner le flow de contrôle. Donc, le premier basic block, c'est pourcentage 2 ici. Ensuite, on a le pourcentage 16 et pourcentage 19. Et on voit bien qu'à l'intérieur, il y a tout ce que j'ai dit, donc ce qu'on a vu avec les deux présentations précédentes. Juste petite chose, MPI, en fait, c'est une librairie, donc c'est pas reconnu dans LLVM. Donc, tout ce qu'on appelle en MPI, c'est vu comme des calls. Donc, c'est pour ça que là, on a un call, MPI comme rank, call, MPI comme size. Ensuite, on a notre comparaison ici pour pouvoir voir si si notre nombre de processus est supérieur à 256, on va faire, en fait, le tout, c'est un petit printf que j'avais mis. Ensuite, on a MPI abort, et puis ensuite, si c'est false, hop, on va ici. Donc là, on voit notre MPI broadcast. J'ai mis des petits points ici, parce que sinon, c'était beaucoup trop long. On voit bien notre matrix multiply ici, notre touch ici, et puis le matrix multiply ici, et MPI finalize. Alors pareil, on en a parlé avant, mais c'est pas grave, je vais vous reparler de ça. Donc en fait, dans la représentation intermédiaire, on est sous forme SSA. Et donc ça veut dire que chaque variable est assignée une seule fois et qu'elle est définie forcément avant d'être utilisée. Et donc Béatrice en a parlé juste avant. Donc là, si on a par exemple un if quelque chose, on a une variable v qui est égale à 1, sinon la variable v est égale à 2, et ensuite on utilise v, ben là, on ne sait pas trop en fait quelle valeur de v on va avoir. Et donc pour pallier ce problème, dans l'LVM, donc on est en format SSA, on va renommer v, le premier v en v1, le deuxième v en v2, et ensuite on va définir une phi fonction et qui sera égale à V3. Et du coup, ensuite, on va utiliser V3, qui sera soit égal à V1, soit égal à V2, selon le chemin qu'on aura pris. Et donc ça, c'est quand même plutôt pas mal, parce qu'après, quand on va avoir besoin de faire des analyses donc, que je vais vous expliquer, et ben, ça simplifie les choses. Alors moi, j'utilise l'ancien Pass Manager. Je ne me suis pas encore mis aux toutes dernières versions d'LLVM. Donc ça, c'est un code qui quand même fonctionne avec LLVM 12. Donc, à quoi ça ressemble? Donc là, on a le nom, on a notre pass. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. J'ai simplifié aussi pas mal ce qui était dans la passe.
On fait un run on module parce que on a envie d'avoir la main sur plusieurs choses ensuite. On a une boucle for, donc en fait, c'est comme ça qu'on va itérer sur toutes les fonctions qui sont dans notre module. Et je ne l'ai pas mis ici, mais en gros, pour chaque fonction, on va aller regarder toutes les instructions. On va pouvoir détecter les appels MPI. Et donc, dès qu'on a notre appel MPI, eh bien, il suffit de faire une modification. Alors, elle n'est pas complètement simple. Je n'ai pas mis le code ici. J'ai juste mis pour parser les fonctions. Et donc, on va remplacer chaque fonction, ça se fait bien en LLVM, par l'équivalent IHOP plus wait. Et donc ici, on enregistre notre pass, et puis ça, c'est le nom qu'on va donner. Quand on fait le -load pour utiliser notre pass, ben c'est le nom qu'on va donner avec la commande opt. Alors, maintenant, on a réussi, même si je ne vous ai pas montré exactement le code, à transformer notre broadcast en un iBroadcast plus wait. Alors, je ne l'ai pas dit, mais il faut évidemment, comme on a un nouvel argument ici, il faut déclarer notre nouvel argument aussi. On a ça. Donc, on part maintenant de ce code-là. Et le but, ça va être de remonter le IBcast en haut et puis remonter le wait en bas. Sauf que si je fais ça, en fait, on voit qu'on va passer le MPI wait juste en dessous du matrix multiply parce que buffer ici, dans touch, modifie le buffer qu'on a dans IBcast. Donc ça, c'est bien, mais c'est pas terrible parce qu'en fait, on voit qu'après, à la fin du programme, on ne réutilise pas en fait le buffer. Donc, à la main, on pourrait se dire, on pourrait très bien associer le wait avec le touch et puis redescendre tout et donc faire comme ce qu'il y a en dessous ici. Et donc là, on a beaucoup plus de recouvrement. Donc en fait, notre but, ça ne va pas être simplement de remonter les i quelque chose et puis de redescendre les wait, mais plutôt de bouger aussi des instructions avec les dépendances qui sont liées. Alors, notre algorithme, ça va être quoi? Donc, on a transformé nos communications bloquantes en des non bloquantes. Maintenant, on va faire une passe d'optimisation. Et donc, pour ça, en fait, il va falloir trouver nos appels MPI, voir quelles sont les dépendances qu'il y a avec nos appels, trouver le point d'insertion pour l'initialisation et la complétion. Alors, en faisant attention à respecter l'ordre des appels MPI, et puis en restant en fait dans le flow de contrôle, et on va pouvoir modifier le code en bougeant en fait les dépendances avec les appels. Et donc, je vous ai mis des petits graphes en bas pour vous expliquer en gros qu'est-ce que ça veut dire ce que j'ai mis ici. Donc, on va essayer de préserver l'ordre. Donc, j'aurais pu mettre ici un MPI finalize. Donc, par exemple, quand on a une fonction broadcast ici avec une autre fonction MPI juste en dessous, on ne va pas aller modifier les ordres. Donc, on va pas, même s'il y a une autre fonction qui utilise un autre buffer que celui utilisé dans le broadcast, on ne va pas faire des recouvrements de communication avec d'autres communications. Comme ça, on préserve l'ordre dans MPI. Ensuite, lorsqu'on est dans un flow de contrôle, donc là, on est dans une branche, dans un branchement, par souci de correction, on ne va pas bouger le broadcast au-dessus, on ne va pas le sortir de la condition. Il faudrait faire attention parce que là, comme il n'est pas de toute façon dans l'autre côté, dans le else, du coup, le code, potentiellement, il pourrait être faux ou il peut se passer des choses qu'on n'a pas envie qu'il se passe si on le retire de la condition. Donc, on va respecter ça. Et alors, concrètement, comment on fait? Alors, la passe, là, je ne vais pas vous montrer de code, je vais juste vous dire comment on fait. Donc, ce qu'on a besoin de faire, c'est de regarder qu'est-ce qui dépend de buffer. Mais on n'a pas juste envie de savoir quelles sont les instructions qui vont utiliser buffer ou les lire, mais aussi, on va utiliser en fait la memory SSA pour voir s'il n'y a pas une autre variable qui alias avec notre buffer. Donc, on va mettre dans un premier ensemble toutes les dépendances qu'on a avec notre fonction qu'on a envie d'optimiser. Donc là, on a buffer, donc on va aller regarder les instructions. Je n'ai pas mis le détail, mais en gros, il suffit d'utiliser des usedef, def usechain et puis les memory SSA, et puis on arrive à détecter que ici, cette instruction, elle touche le buffer, donc on le met dans les dépendances. Et ensuite,
Donc, on va bouger. Alors, je ne vous ai pas mis ce qu'il y a au-dessus. Donc, on va imaginer qu'en fait, on ne peut pas remonter plus haut le IBcast. Mais sinon, ça aurait été le même principe. On va essayer de redescendre le weight. Donc, pour pouvoir redescendre le weight, eh ben, dans un autre ensemble qu'on va appeler toMove, on va mettre notre weight et puis les dépendances qui sont associées. Et donc, on va regarder qu'est-ce qui ne dépend pas en fait, de notre buffer et avec un petit traversée de notre CFG, on va pouvoir trouver que ici, c'est notre emplacement pour le MPI weight. Et ensuite, faire la transformation. Et ça, c'est l'intervalle de recouvrement qu'on a pu avoir. Donc, on a optimisé notre code. Donc ça, c'est super. Après, il y a une autre partie qu'on fait dans les travaux de Vanman, c'est une passe de vérification. Donc c'est chouette parce qu'avec l'optimisation, on bouge un peu des instructions, on modifie le code en fait dans LLVM, mais il faut s'assurer que tout se passe bien quand même. On ne peut pas faire n'importe quoi. Donc là, je vous ai montré, si on a ce code-là, en fait, qui est transformé en celui-ci, donc c'est ce qu'on a fait, on a mis les deux matrices multiply entre le height up et le weight, et le touch est en dessous, ça c'est bon. Par contre, si on avait fait cette transformation-là, ben là, comme on a un touch du buffer, ben là, c'est plus bon, parce qu'on est en train de modifier le buffer qu'on est en train de diffuser à tout le monde. Donc ça, c'est faux. Et donc la passe de vérification, en gros, elle part du début du CFG, elle se balade comme ça dans les nœuds, dans les instructions, et on vérifie pour chaque i et associé à son weight, si on modifie le buffer. Alors, l'algorithme maintenant, c'est quoi? Une fois qu'on a modifié le code, on a plein de i quelque chose et puis on a plein de weights potentiellement. Et bien, la première chose à faire, ça va être de faire le matching avec l'initialisation et la complétion qui est associée, sachant qu'on peut avoir plusieurs weights qui sont associés. Alors, quand on a fait notre transformation avec notre passe d'optimisation, on n'a généralement pas ce genre d'exemple-là, mais il y a des codes potentiellement qui ont déjà fait cette modification à la main, et donc cette passe de vérification, elle vérifie non seulement nos transformations à nous, mais en plus, s'il y a déjà des transformations qui ont été faites dans le code, on regarde si tout est correct. Et donc, pour un broadcast ou un i quelque chose en particulier, on va faire le matching avec potentiellement un ou plusieurs weights qu'on aura rassemblés. Et donc, pour ça, on utilise en fait des notions de dominance et post-dominance qu'il y a dans l'LVM. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, là, on a X qui est notre IBcast. Donc, ce nœud, en fait, c'est le nœud qui contient le IBcast. On a un Y qui contient en fait tous les weights associés. Et on va dire que les nœuds en Y post-dominent un nœud X si tous les chemins de ce nœud X à la sortie passent au moins par un des nœuds qui sont dans Y. Donc ça, c'est une notion de post-dominance. Donc on va pouvoir faire le matching. Bon, c'est très simplifié ce que je suis en train de dire, hein. Il y a un petit peu plus de choses qui sont faites, mais en gros, ça va être un peu ça. On utilise cette notion-là pour faire ce matching. Et puis, pareil, on peut utiliser aussi la domination. Donc là, c'est l'inverse. C'est tout chemin qui part de l'entrée jusqu'à l'ensemble X avec plusieurs weights doit passer par au moins un I quelque chose pour pouvoir faire ce matching. S'il n'y a pas ça qui est fait, et ben, en gros, il nous manque des weights ou il nous manque des i quelque chose, et ben, on arrive à le détecter. Il suffit de partir, donc, comme je disais, de l'entrée de la fonction, et puis hop, on se balade comme ça dans le CFG, on garde des informations au fur et à mesure, et puis on a ça. Et donc, ces notions-là, ça va aussi nous aider pour pouvoir faire des arbres en fait, de domination, ou de post-domination, et on va pouvoir avoir aussi nos dépendances comme ça. Alors, en gros, voilà ce que j'ai expliqué. On a notre programme parallèle. On utilise LLVM pour pouvoir faire une passe qui va transformer les communications bloquantes en des non bloquantes. Ensuite, on fait notre petite analyse de dépendance pour pouvoir trouver ou insérer les I quelque chose et puis les weights. Et ensuite, on fait la vérification de transformation.
Et donc, je ne suis pas rentrée trop dans les détails, mais en gros, voilà les analyses d'LLVM qu'on utilise pour pouvoir faire ça. Donc, on récupère des informations sur les boucles. On utilise SCEV, en fait, qui va nous donner le nombre d'itérateurs de la boucle. Donc, ça, c'est principalement utilisé pour pouvoir faire le matching des high opérations et puis des weights associés. On utilise aussi les post et dominator tree et puis dominator tree. Et pour pouvoir regarder les dépendances, pour pouvoir savoir où bouger nos opérations, et on a utilisé les def-use et les use-def-chain, et donc la memory, c'est ça. Et avant de vous parler d'un autre outil, mais là, c'est vraiment pour aller très vite, je vous ai présenté donc tout ça qui est fait par un doctorant qui va bientôt terminer sa thèse. Et tout ça, c'est utilisé aussi dans un outil qu'on appelle ParCoach, qui utilise une méthode un peu similaire, mais je vais vous montrer juste après comment ça marche, sans rentrer trop dans les détails. Voilà, juste parce qu'on est le 1er avril, j'avais fait une petite blague à gauche. Voilà. Alors, donc ParCoach, très rapidement, comment ça marche? C'est exactement la même chose, sauf qu'en fait, oui, pardon, je ne l'ai pas dit ici, mais en fait, notre analyse est intraprocédurale. Ça veut dire qu'on regarde fonction par fonction ce qu'on peut améliorer ou vérifier. Donc, on ne considère pas, pour cette analyse-là, le programme dans son ensemble. Par contre, dans ParCoach, on regarde le programme dans son ensemble. Donc, on a une analyse interprocédurale qui regarde le control flow et le data flow, donc en fait les dépendances de contrôle et de données, pour pouvoir détecter des erreurs qui sont liées au collective MPI. Et dès qu'on a un potentiel problème qui est détecté, on va instrumenter le code. Donc, je dis potentiel problème parce qu'en fait, on est au niveau de la compilation et l'analyse de data flow qu'on utilise n'est pas vraiment précise. Donc, il y a des fois où on va dire qu'il y a des dépendances qui, en fait, ne sont pas là. Et donc, on va instrumenter le code pour pouvoir après, au moment de l'exécution, avec des fonctions de validation qu'on va, en fait, l'instrumentation du code, c'est ajouter des fonctions de validation qui vont pouvoir arrêter le programme si pendant l'exécution, on se rend compte que une erreur va réellement se produire. Voilà, donc par contre, je voulais juste en parler parce que c'est vraiment quelque chose en 2 étapes, statique, dynamique, qui est plutôt intéressant. Et je ne rentre pas dans les détails, je n'ai pas voulu vous parler de ça aujourd'hui parce que ça va pour moi un petit peu au-delà de LLVM pour les nuls. Il y a pas mal de choses qui sont faites pour pouvoir faire l'analyse de dépendance. Voilà, pour ceux qui connaissent, on fait des analyses de points to et on annote en fait la représentation intermédiaire et après les annotations, on va transformer ces annotations en vrai code de représentation intermédiaire pour pouvoir ensuite faire des analyses pour détecter les potentiels problèmes. Voilà, je ne rentre pas dans les détails, si ça vous intéresse, je pourrais en reparler. Merci beaucoup.